Ils sont au cœur d'une controverse qui dure depuis plus d'un demi-siècle, les pesticides. Insecticides, herbicides, fongicides, ces produits servent à protéger les récoltes, mais avec quelles conséquences sur la santé humaine et notre environnement? On en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux pesticides. Ça fait plus de 50 ans que des scientifiques alertent sur les dangers de ces produits et pourtant les profits continuent toujours à fleurir du côté des géants de l'agrochimie. Quelles sont les stratégies de Bayer, Syngenta et compagnie pour toujours continuer à vendre leurs produits les plus toxiques et comment mieux réguler? J'en parle avec Laurent Gabrel. Bonjour. Bonjour. Laurent, tu es spécialiste agriculture et alimentation chez Public Eye. Et on commence par briser la glace de façon très directe avec les propos du patron de Syngenta lui-même, Eric Fierwald. En tant qu'industrie et en tant que chaîne de valeur agroalimentaire, nous devons travailler ensemble pour offrir aux consommateurs des aliments sains, sûrs, abordables dans le monde entier, mais toujours en prenant soin de notre planète. Alors je le cite, « Offrir aux consommateurs partout dans le monde des aliments sains, sûrs, abordables tout en prenant soin de notre planète ». C'est comme ça que le patron de Syngenta décrit la mission de son entreprise. Alors, mission accomplie ? C'est une grosse opération de com, mais c'est surtout un énorme mensonge. On parle d'une entreprise qui vend du poison, qui fait 80% de son chiffre d'affaires avec des pesticides, qui empoisonnent la terre, qui empoisonnent les agriculteurs, qui empoisonnent nos aliments, qui empoisonnent l'eau potable. Mais malheureusement, c'est un coup de com' qui marche. C'est-à-dire que cette entreprise, elle a réussi à se positionner comme un leader du développement durable et de la sécurité alimentaire. Alors, si je te comprends bien, les produits de Syngenta sont pas sûrs pour la santé humaine. Actuellement, l'impact des pesticides sur la santé, il est devenu évident. C'est à peu près 380 millions d'agriculteurs qui sont empoisonnés chaque année par les pesticides à travers le monde. Les maladies chroniques, cancer, Parkinson, etc. Et Syngenta a sa part de responsabilité. Ils font 40% de leur chiffre d'affaires avec des produits qui sont reconnus comme étant hautement dangereux pour la santé humaine ou l'environnement. Deux exemples, le paraquat, un pesticide hautement toxique pour les agriculteurs qui l'utilisent, donc qui peuvent subir des intoxications aiguës extrêmement graves, ou alors encore l'atrazine, un autre pesticide vendu par Syngenta qui est extrêmement dangereux, celui-là en cas d'exposition chronique, c'est-à-dire sur le long terme. Les agriculteurs qui l'utilisent peuvent ensuite attraper des cancers ou bien subir des problèmes de leur système hormonal. C'est le cas aussi pour les gens qui sont exposés à de l'atrazine dans leur eau potable, par exemple, ou dans les aliments. Alors ça, c'est l'atrazine. T'as évoqué le cas du paraquat, dans lequel on va rentrer en détail aussi. On pourrait évoquer le glyphosate, qui a été très médiatisé aussi. Ça a tous des liens avec la santé humaine. Est-ce qu'il y a aussi des impacts sur l'environnement ou la biodiversité qu'on peut constater? Oui, c'est un des gros enjeux actuels, l'effondrement des insectes et des insectes pollinisateurs. On a perdu environ 80% des insectes durant les 30 dernières années et l'un des gros facteurs, c'est les pesticides. C'est maintenant établi et parmi les pesticides, c'est la catégorie des insecticides et spécifiquement les néonicotinoïdes qui sont une famille d'insecticides qui sont extrêmement dangereux pour les insectes pollinisateurs et les abeilles et Syngenta est l'un des principaux vendeurs de néonicotinoïdes à travers le monde. Alors, si ces substances sont si dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement, pourquoi elles sont juste pas tout simplement interdites? Ces substances, elles sont interdites chez nous, maintenant en Suisse et dans l'Union européenne, mais elles continuent d'être largement utilisées à travers le monde et surtout dans les pays où les réglementations sont plus faibles. Parmi les pesticides extrêmement dangereux vendus par Syngenta, tu as évoqué avant le cas du paraquat. Je te propose de regarder le témoignage des parents d'une adolescente décédée à l'hôpital après avoir ingéré ce produit au Sri Lanka suite à une dispute avec son frère. Elle a trouvé la bouteille de Gramoxone et l'a versée dans sa bouche. J'étais à côté d'elle quand elle est morte. J'aurais voulu lui donner mon souffle et prendre le sien. Je suis toujours triste. Alors ce cas dramatique est lié aux pesticides du paraquat, produit par Syngenta, firme bâloise, je le rappelle. C'est quoi le paraquat ? Le paraquat, c'est vraiment un cas d'école. On a une entreprise là qui se présente comme innovante, leader de l'innovation au niveau mondial. Le paraquat, c'est un pesticide que Syngenta et ses prédécesseurs ont introduit sur le marché en 1962. Donc ça fait 60 ans que ce produit est sur le marché. C'est un herbicide
hyper toxiques, un des pesticides les plus toxiques du marché. Pour te donner un exemple, il suffit de boire une cuillère à thé de paraquat et c'est la mort garantie dans des souffrances atroces dans les 2-3 prochains jours. Voilà, c'est un herbicide qui est énormément utilisé encore à travers le monde, mais qu'on a interdit en Suisse en 1987 et puis qui est interdit dans l'Union européenne depuis le début des années 2000. Et ce cas-là qu'on vient de voir, c'est un cas isolé ou il y a des effets plus systémiques ? Il y a eu, depuis l'introduction du paraquat dans les fins des années 60, des milliers de morts à travers le monde, partout où ce produit a été utilisé. Dans ce cas-là, il s'agit d'un problème extrêmement grave qui est lié au fait que dans les pays en développement, les pesticides sont stockés dans les maisons des agriculteurs. Et puis, ils sont extrêmement accessibles par les enfants et les gens de la famille. Et puis, voilà, dans le cas précis, on a un drame ou une dispute familiale, et puis un moment de crise, et puis l'enfant qui s'empare d'une bouteille, qui traîne dans la cuisine, qui boit, et puis qui meurt. Ça, c'est pas du tout un cas isolé. Il y a eu des milliers de morts dans le monde, y compris chez nous, y compris en Angleterre et en Europe, au moment où le paraquat était autorisé. On avait ce problème-là également. Alors, tu dis « on était » parce que ce produit n'est plus sur le marché européen. Il a été sorti du marché européen au début des années 2000, en Suisse, dès 1987, justement à cause de ces problèmes d'empoisonnement, notamment des empoisonnements accidentels d'enfants. Donc, c'était un problème qu'on avait chez nous aussi. Après, le paraquat, c'est pas uniquement un problème d'empoisonnement par accident, comme on a vu au Sri Lanka, c'est aussi un problème pour les agriculteurs. Les agriculteurs qui utilisent ce produit. De façon chronique, tu dis ? Voilà, exactement. Alors les deux. Il y a l'exposition chronique sur le long terme des agriculteurs qui peut provoquer la maladie de Parkinson. Ça, c'est maintenant établi. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, la Syngenta, ils font face à une plainte de plusieurs centaines d'agriculteurs américains. Voilà, un cas similaire à ce qu'on voit avec le glyphosate. Donc, ça va marcher, ça, tu penses ? Là, ça va être jugé en novembre cette année. Et puis là, on a vraiment des preuves solides, y compris des documents internes de l'entreprise qui montrent que Syngenta connaissait parfaitement la toxicité du paraquat et le lien avec la maladie de Parkinson, mais a tout fait pour cacher cet élément-là. Et puis, on a des centaines d'agriculteurs aux États-Unis, donc qui utilisent ce produit avec toutes les protections nécessaires, mais qui sont tombés malades et qui maintenant portent plainte. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est la toxicité aiguë. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en cas d'inhalation d'une grande quantité ? C'est la cuillère La cuillère, ça, c'est l'ingestion, mais on a aussi la toxicité aiguë pour les agriculteurs qui spraient ce produit, qui appliquent ce produit dans les champs. Ça, c'est principalement un problème dans les pays en développement où les agriculteurs n'ont pas les équipements de protection nécessaires et donc appliquent ce produit dans les champs absolument sans aucune protection et inhalent une grande quantité du produit. Et puis ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Tu parlais de documents internes à Syngenta avant. Il y a une grande enquête que Public Eye a publiée en 2021 qui s'appelle les Paraquat Papers. Est-ce que tu arrives à nous dire un peu qu'est-ce que cette enquête a révélé ? Bon, alors, cette enquête, elle a justement mis le doigt sur ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que l'entreprise connaît la toxicité de son produit, mais fait tout pour cacher ces éléments des gouvernements, au point de manipuler la science. Et là, dans le cas précis, on a pu obtenir ces documents à travers d'ailleurs la plainte aux États-Unis contre Syngenta de la part des agriculteurs américains. Dans le cadre de ce procès, il y a eu des centaines de documents internes qui ont été divulgués, auxquels on a pu avoir accès et qui retracent en fait l'histoire du paraquat depuis 1962, qu'il a été introduit sur le marché. Et on voit qu'effectivement, dès le début, dès l'introduction du paraquat, il y a des centaines, voire des milliers de morts à travers le monde. Principalement par accident, par ingestion accidentelle ou même suicide volontaire. Et puis, ils ont tout de suite fait face à la menace au Royaume-Uni, en Europe, d'une interdiction du paraquat. C'était vraiment une menace extrêmement sérieuse, y compris aux États-Unis. Et ils ont été forcés par le gouvernement de prendre des mesures. Et la mesure que Syngenta a prise, c'était d'ajouter un agent vomitif à son produit pour qu'en cas d'ingestion, les personnes vomissent immédiatement le produit parce qu'il n'y a pas d'antidote. Mais pas en dose suffisante. Et pas en dose suffisante. Papers que vous avez publiés. C'est ce que montrent les documents, qu'ils ont manipulé la science pour éviter de mettre des quantités trop importantes du produit pour des raisons purement économiques. Et ce que montrent également ces documents, c'est qu'en fait, ils avaient des formulations plus sûres aussi. Des formulations qui auraient permis de réduire nettement les morts par intoxication, mais ils ont refusé de les mettre sur le marché à nouveau pour des questions de coût et de profit. Alors on le voit dans le cas du paraquat, il y a beaucoup de tentatives de manipulation de la science, de mensonges, parfois d'intimidation claire et nette, de voix critiques. Est-ce que c'est des pratiques qui sont courantes de façon plus large dans l'industrie des pesticides ?
c'est une pratique complètement courante. Ils ont beaucoup appris de la stratégie de l'industrie du tabac, créer des écrans de fumée, créer du doute, gagner du temps, nier la toxicité de leurs produits. Syngenta en particulier, on a beaucoup d'autres exemples. Un exemple, c'est l'atrazine dont je te parlais tout à l'heure. Sur l'atrazine, il y avait beaucoup de suspicions que ce soit effectivement un perturbateur endocrinien. Et puis, ils ont commandé des études, en particulier à un scientifique indépendant, l'un des meilleurs spécialistes du domaine aux États-Unis. Et puis, quand les études réalisées par ce scientifique ont montré effectivement un problème lié à l'effet de l'atrazine, ils ont interdit à ce scientifique de publier ses travaux. Et puis ensuite, ils ont caché ses études dans les tiroirs et menacé ce scientifique même lorsqu'il intervenait dans les conférences publiques. Donc c'est un scientifique qui travaillait pour l'entreprise. C'est un scientifique indépendant qui avait été engagé pour réaliser des études dans son laboratoire pour l'objectif de Syngenta, c'était de montrer l'innocuité de ce produit. Mais le scientifique a justement pu montrer à travers ses études que ce produit était extrêmement dangereux. Réaction de Syngenta, étouffer l'affaire, mettre ses études dans les tiroirs et surtout menacer ce scientifique, le discréditer avec une campagne de désinformation assez agressive pour l'empêcher de parler de ses résultats et puis discréditer ses travaux. Un autre exemple, c'est les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles dont je te parlais également tout à l'heure. Qui font pas mal l'actualité en plus en ce moment. Qui font pas mal l'actualité. Là, de nouveau, c'est établi, c'est l'un des principaux facteurs de l'effondrement des abeilles. C'est pour ça qu'on les a interdits chez nous. Mais là, la stratégie de Syngenta, c'est développer des recherches sur les autres facteurs qui menacent les abeilles pour montrer qu'en fait... Parce qu'il y en a d'autres, mais on les met plus en valeur pour diminuer... Les néonicotinoïdes, c'est clair, c'est l'un des facteurs. Il y en a d'autres, mais eux, du coup, leur stratégie, c'est mettre le doigt uniquement sur les autres facteurs et discréditer tous les travaux qui mettent le doigt sur les néonicotinoïdes. Ok, donc à nouveau de la fabrique du doute comme le faisait l'industrie du tabac en son époque. Dans le même ton, ça fait pas mal d'années que les ONG, et pas seulement Public Eye, dénoncent les liens entre l'industrie et le monde scientifique. Et à ce sujet, on a une vidéo de toi qui fait un peu le spectacle au Festival du film de droits humains à Genève en 2018. Did I get that right? Are there no financial links to companies like Syngenta, Monsanto or BASF or Bayer? No, I have no conflicts. I'm happy if anybody from Syngenta is here, please send us a check. It won't change anything about what we write, but I will happily, we're a nonprofit. We will accept money from anybody except tobacco companies because we have been against smoking for 40 years. But that is the only instance where we would say we simply will not cash a check. I'm happy to take a check from any corporation, a politician, lawyers, and anybody who wants to send one. There is a American publication, Mother Jones, that revealed secret documents. It's that one. You know that document, right? Sure. This is your internal financial update from 2013. Right. And then when I open it and I look at where you get your money from, you get nearly $500,000 from Chevron, Coca-Cola, Bristol, Bayer, Procter, Syngenta, McDonald's. Then you have... Alors, pour la faire courte, tu confrontes ce scientifique qui s'appelle Hank Campbell, qui est président de la American Council of Science. Tu le confrontes à ses liens d'intérêt avec l'industrie. Il dit que, il faut bien trouver des sous quelque part, dans le fond. C'est quoi le problème pour toi ? Dans le cas précis, Syngenta avait été invité au débat, mais ils ont refusé de venir. Et puis, ils ont préféré envoyer, en fait, un scientifique soi-disant indépendant, mais qui en fait, dont tous les travaux sont payés par l'industrie, notamment l'industrie des pesticides. Et ça, c'est vraiment une stratégie qu'on retrouve dans toute la branche, c'est-à-dire payer, financer des recherches pour qu'elles soient ensuite publiées comme des enquêtes ou des opinions ou des recherches indépendantes, de scientifiques indépendants, alors qu'en réalité, c'est des travaux qui sont commandés par l'industrie pour refléter ses points de vue et ses intérêts. Et ça, c'est un problème extrêmement important parce que c'est l'une des principales raisons pour laquelle, finalement, les pesticides sont toujours sur le marché. Les pesticides hyper dangereux sont toujours sur le marché. C'est entretenir le doute, mais le faire par des voies reconnues, soi-disant expertes ou indépendantes. Des ONG, parce que des forcément, fondations. Voilà, c'est beaucoup mieux reçu que si ça vient de Syngenta lui-même, de l'entreprise elle-même. Quand tu bosses pour Public Eye, je sais qu'il y a une bonne partie de ton travail qui est dédiée à la cartographie, des exportations depuis la Suisse ou l'Union européenne, souvent de produits qui sont interdits sur le sol helvétique ou européen. Ça aussi, c'est un problème ?
C'est un des gros problèmes sur lesquels on met le doigt. Nous, en Europe et en Suisse, on a une des législations sur les pesticides les plus avancées au monde, avec tous ses défauts et tous ces problèmes qui restent. Mais voilà, en comparaison mondiale, on est un des pays les plus sûrs, disons. Le problème, c'est qu'on interdit des pesticides chez nous parce qu'ils sont trop dangereux, mais on continue à autoriser les entreprises à les produire sur le sol européen pour les exporter vers des pays où les réglementations sont plus faibles, souvent des pays en développement. Les grosses firmes de l'agrochimie sont souvent d'ailleurs européennes, BASF, Syngenta, etc. Est-ce qu'il ne faut pas laisser les pays concernés eux-mêmes choisir des pesticides qu'ils importent ou non ? Bon, nous, on n'est pas là pour dire aux pays en développement ce qu'ils doivent autoriser sur leur territoire ou ce qu'ils doivent utiliser dans leur agriculture. Nous, on pointe du doigt la responsabilité des pays européens. Parce qu'en tant que pays européen ou en tant qu'entreprise en Europe, on a aussi des responsabilités et des obligations liées aux droits humains notamment. Et l'une de ces obligations, c'est de s'assurer de ne pas envoyer ailleurs ce qu'on trouve trop dangereux pour être utilisé chez nous. Ça paraît faire sens. L'un des arguments qui est souvent brandi par les firmes de pesticides, c'est souvent que les besoins phytosanitaires ne seraient pas les mêmes en Europe que sur d'autres continents. C'est vrai ça ? En partie, oui, mais dans le cas précis, on est dans une situation où ces pesticides, ils étaient utilisés en Europe. Ils ont été utilisés dans l'agriculture européenne. Ils ont été sortis du marché parce qu'ils étaient considérés comme trop dangereux. Donc non, dans ce cas-là. Tous les pesticides qu'on a évoqués jusque-là. Le paraquat, l'atrazine, les néonicotinoïdes et bien d'autres qui sont exportés depuis l'Europe, ils étaient utilisés chez nous. Donc dans ce cas-là, non, l'argument de l'industrie ne tient pas. Et ce que montre l'expérience européenne, c'est qu'il y a des alternatives. En fait, on peut faire sans ces pesticides dangereux. Est-ce que ton travail au sein de Public Eye commence à porter ses fruits, par exemple au niveau de l'interdiction des exportations ? Alors, on a effectivement mis le doigt là-dessus depuis plusieurs années, et puis ça commence à bouger. Au niveau européen, la Commission européenne s'est engagée à interdire cette pratique en 2023, donc on attend cette année une proposition législative. Et puis au niveau des États membres aussi, ça bouge. La France a dicté une interdiction d'exporter les pesticides interdits il y a quelques années. On vient d'ailleurs sortir une nouvelle enquête pour montrer les failles de cette législation. Et suite à cette enquête, c'était une super bonne nouvelle, le ministre français a dit qu'il allait encore renforcer la législation. L'Allemagne est sur le point de faire une proposition dans ce sens, la Belgique aussi. Donc je pense que effectivement la pratique, elle est vraiment inacceptable aux yeux de la population européenne. Et puis les politiques sont sous pression pour y mettre fin. Donc ça bouge et on peut avoir de l'espoir. Il y a une autre thématique qui, je pense, va intéresser nos auditeurs et auditrices, c'est celle des pesticides qui reviennent chez nous sous la forme de résidus dans les denrées alimentaires qu'on importe, par exemple du Brésil ou d'Inde, etc. C'est un danger pour la santé des consommateurs et des consommatrices ? C'est surtout un danger pour les agriculteurs sur place qui produisent et puis pour l'environnement sur place dans les pays qui produisent. C'est effectivement l'autre face du problème. C'est-à-dire que ces pesticides, on les interdit chez nous, on continue à les exporter ailleurs, mais en fait, dans ces pays, au Brésil, en Argentine, ils continuent à être largement utilisés, ces produits, et puis bien souvent pour produire des aliments qu'on finit par consommer. Donc effectivement, c'est un peu le gag, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des pesticides interdits dans les aliments. Est-ce que c'est dangereux pour les consommateurs européens ? C'est difficile à dire parce que les niveaux sont souvent assez bas. Après, c'est vrai que c'est relativement inquiétant d'avoir quand même des substances hyper toxiques dans les aliments. Mais je dirais que le principal danger, il est effectivement pour les gens sur place. En fait, ces agriculteurs qui utilisent ces produits bien souvent sans aucune protection et pour l'environnement. Dans le cas précis, il y a aussi un troisième angle qui est les agriculteurs européens qui se plaignent de cette situation en fait, qui nous disent mais il n'y a pas de raison qu'on nous retire à nous la possibilité d'utiliser ces produits en Europe, mais qu'on autorise des agriculteurs au Brésil et en Argentine à utiliser ces produits et à exporter chez nous. C'est de la concurrence déloyale. Donc là, il y a aussi une grosse pression sur la Commission pour agir, et puis la Commission est en train de bouger là-dessus. Elle a dit clairement, les pesticides qui sont interdits, on va maintenant réduire la limite dans les aliments au minimum, de sorte à ce que, en fait, ce sera plus possible d'exporter vers l'Europe des produits qui contiennent des résidus de pesticides interdits chez nous. On peut se réjouir que ça bouge au niveau politique, du coup. Est-ce qu'au niveau judiciaire, il y a aussi des leviers d'action ? On se souvient qu'il y a eu aussi de nombreuses actions en justice contre Monsanto, Bayer, etc. Ça marche, ça ? Ça marche. C'est un des outils que les ONG utilisent. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, une décision d'ailleurs de la Cour de justice européenne qui a maintenant interdit aux États européens et à la Commission de donner des dérogations d'utilisation
sur les pesticides interdits, parce que ça c'était une autre pratique assez courante, c'est-à-dire on interdit un pesticide, mais en fait après on peut obtenir des dérogations pour l'utiliser. C'était beaucoup le cas avec les néonicotinoïdes sur les betteraves notamment. En France. Et là on a eu cette décision, ces autorisations d'urgence ont été attaquées en justice par des ONG et elles ont gagné. Et puis maintenant c'est interdit, cette pratique est complètement interdite dans l'Europe. Donc oui, c'est un outil important pour pousser les gouvernements à agir et puis aussi pour changer le modèle d'affaires de ces entreprises. Au final, à travers des plaintes en justice, quand elles font face à des dizaines, centaines d'agriculteurs, au final, les coûts liés pour eux, les coûts pour la société liés à la vente de pesticides toxiques commencent à excéder les bénéfices engrangés par l'entreprise. Et puis, la conséquence, ça peut finalement être qu'elle décide de retirer des produits du marché. Donc, on voit très clairement que ça bouge énormément. L'actu sur les pesticides va être amenée à bouger. J'espère qu'on pourra te réinviter aussi à l'occasion pour en parler. Toi, ton rêve, c'est un monde sans pesticides du tout ? Écoute, nous, notre objectif, c'est surtout la justice, en fait. Et moi, mon rêve personnel, c'est qu'il y ait plus de paysans indiens qui soient empoisonnés ou tués par des pesticides suisses. Vendus par Syngenta, ou que l'environnement dans les pays en développement, l'eau potable ne soit plus contaminée avec de tels produits. Donc je dirais que le premier pas, c'est surtout d'arrêter de vendre ailleurs des produits qui sont interdits chez nous. Et le jour où ça aura lieu, disons que je serai satisfait. Merci beaucoup Laurent Gabrel d'être venu. Avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. Toutes les références qu'on cite dans cette discussion sont en description de ce podcast. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez mettre des étoiles sur la plateforme audio de votre choix ou un petit like sur YouTube. Ça nous aide pour le référencement. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.